Bonjour chez vous. Fistule obstétricale, situation des victimes et moyens d'accompagnement. Voilà le thème qui va meubler notre numéro de l'entretien du jour. Voilà, qui sera animé avec Madame Rafiatou Imoro Bassongui, déjà dans ce studio. Elle est sociologue et également responsable de l'ONG Essor. Madame Bassongui, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Et ravi de vous recevoir sur l'entretien du jour. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors justement, nous sommes là pour parler d'un sujet de santé publique, on peut le dire ainsi, de cette maladie-là qui fait que beaucoup de femmes sont repoussées, sont parfois même reniées. Et cette maladie aux causes vraiment qu'on ne peut pas lister. Voilà, il y a tellement de causes liées aux fistules obstétricales qui est d'ailleurs cette fistule-là qui est une perforation de la vessie ou une perforation du rectum ou les deux à la fois. Est-ce que vous voulez nous donner plus de détails? Merci, Madame la journaliste. Avant tout, je voudrais remercier les téléspectateurs, leur dire bonsoir et vous remercier encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de parler des fistules obstétricales. Comme vous le savez bien, la fistule obstétricale, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, c'est nécessaire de la décrire un peu. C'est une maladie typiquement féminine. C'est pour ça qu'on parle de fistule obstétricale. Et comme vous venez d'en parler tout récemment, la fistule, c'est quoi? C'est tout simplement une communication anormale qui est créée au cours d'un accouchement long et difficile et qui établit également une communication entre la vessie et la vessie et le vagin ou le vagin et le rectum. Comment est-ce qu'elle se reconnaît chez une femme qui en souffre? Généralement, la femme qui souffre de fistule obstétricale perd des urines de façon permanente et volontaire et involontaire, j'allais dire, ou des matières fécales, et ce, par la voie vaginale. C'est là où se situe le drame. Donc la fistule est vraiment une maladie très, très, très handicapante de par sa nature et du fait qu'elle touche l'intimité de la femme. C'est une maladie qui occasionne assez de conséquences. Et les conséquences, elles sont lourdes, elles sont vraiment physiques, elles sont psychologiques, elles sont aussi sociales. Et pour venir sur le plan social, la femme qui souffre de fistule obstétricale, et les fistules, il y en a d'ailleurs plusieurs types, il y en a 3, mais la plus fréquente, la plus répandue, c'est celle-là où la femme perd les urines. Donc, sur le plan physique, la femme doit gérer quotidiennement des pertes d'urine, l'écoulement d'urine qui est involontaire, et ce qui suppose qu'elle doit être tout le temps en couche. En couche. Et elle doit gérer les couches, les changer tout le temps. Ou avec des sondes. Avec des sondes. Et vous vous imaginez, si cette femme doit aller dans le monde, comment est-ce qu'elle peut se sentir? Comment elle va pouvoir gérer tout ce problème-là? Sur le plan physique également, l'écoulement permanent d'urine crée des ulcérations au niveau de l'appareil génital de la femme. Elle est exposée également à des infections urinaires. Donc, du point de vue physique, c'est déjà pénible pour elle en tant qu'humain de gérer ce genre de situation. Lorsqu'on revient au plan psychologique, ce sont les comportements de l'entourage, je vais dire, le comportement de l'entourage familial, l'entourage communautaire qui crée un certain choc psychologique au niveau de la femme. La femme qui souffre de fistule est mal perçue. D'ailleurs, on attribue à sa maladie des causes subjectives. On pense qu'elle a eu la maladie parce qu'elle a été infidèle. On pense qu'elle est malade parce qu'elle a été ensorcelée. On les traite de tous les noms, y compris des femmes impropres, des femmes, tout ce que vous voulez. Dans ces pareils cas, la femme ne peut pas se sentir en confiance. Lorsqu'on est malade, on attend de l'entourage et des autres un soutien. Un soutien moral, un soutien psychologique. Mais tel n'est pas le cas. C'est les femmes qui sont donc généralement rejetées par tout le monde, y compris le mari qui divorce d'elle. Si elle n'est pas abandonnée, elle peut être gardée dans la maison, dans le domicile conjugal, mais généralement le mari l'abandonne, épouse d'autres femmes, ou bien s'il vit dans une famille polygamique, il s'occupe des autres. C'est aussi des femmes qui sont rejetées ou ostracisées simplement par la communauté. C'est des femmes qui ne sont pas en mesure d'aller
au plus communautaire, j'allais dire, elles ne sont pas en mesure d'aller au marché, de vaquer quotidiennement tout simplement à leurs occupations. Voilà, c'est des femmes qui vivent à part, au lieu d'être des femmes à part entière. C'est ça. Alors justement, vous vous êtes lancé dans ce projet-là, vous avez créé cette ONG-là pour assister ces femmes oubliées ou lésées, on peut le dire, ces victimes-là qui vivent des souffrances, comme vous venez de le décrire. Et l'ONG est basée dans le Nord. Dans le Nord, c'est quoi la situation? Comment est-ce que ces femmes, on a l'impression que, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, parce qu'il y a beaucoup de pratiques traditionnelles qui concourent à cela, dans le Nord particulièrement, vous en avez rencontré des femmes qui ont porté les fistules obstétricales, qui en ont souffert durant des dizaines d'années? Bien sûr, madame. La question de la fistule est une question d'ordre général. Elle n'est pas que spécifique au Nord. C'est vrai qu'elle a une certaine ampleur dans le Nord du fait de certaines pratiques socio-culturelles, comme les accouchements à domicile, comme les mariages précoces, etc. Mais les fistules, on les rencontre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, moi, en tant qu'ONG, c'est vrai que je suis basée au nord, donc je m'intéresse beaucoup plus de la Takora et la Donga. Et donc, j'ai plus dépisté des femmes dans le nord que dans le sud. Au nord, les femmes, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et si vous voulez avoir une idée, mais c'est sur le plan national, selon les statistiques compilées par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et ces statistiques sont issues des centres de santé, voilà, qui prennent en charge les femmes. Donc, dans la période allant de 2009 à 2018, au plan national au Bénin, c'est 1501 une femme qui ont été dépistées. Et parmi elles, disons 1335 ont été réparées. Et parmi celles qui sont réparées, le nombre de femmes guéries est de 1069 femmes. Vous voyez que c'est important. Le chiffre est important, d'autant plus que la prise en charge de ces femmes n'est pas régulière, elle n'est pas routinière. C'est-à-dire une femme ne peut pas se lever et se rendre dans un centre de santé pour dire qu'elle allait faire traiter sa fistule. Les femmes sont traitées à travers des missions chirurgicales qui sont organisées de façon périodique. En ce qui concerne ma zone d'intervention, je travaille avec l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta et dans cet hôpital, par an, c'est 3 à 4 missions chirurgicales de prise en charge des fistules qui sont organisées. Avec l'aide d'une fondation qu'on appelle GFMER. La fondation, c'est une fondation suisse d'ailleurs, qui est un partenaire technique et financier. Donc, en dehors de Tangueta, il y a aussi des centres de référence qui prennent en charge les femmes qui souffrent de ce mal. Il y a le centre hospitalier départemental de Parakou, par exemple, les hôpitaux de zone comme celui de Bembareke, le CNHU à Cotonou ici, et même au MEL. Mais le problème au Bénin, c'est que la prise en charge n'est pas continue, elle est périodique. Et pour avoir une idée de l'ampleur du problème au niveau mondial, en dehors du Bénin, il faut signaler que ce n'est pas un problème qui est spécifique au Bénin, c'est une maladie qui est répandue dans les pays pauvres, les pays où le système de santé est déficitaire. Les pays où les pratiques socio-culturelles sont encore persistantes et qui favorisent la survenue de la fistule obstétricale. Donc, dans la sous-région, par exemple, selon l'OMS, c'est entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas qui apparaissent chaque année. Chaque année. Oui. Et c'est pas peu. Oui. Dans le monde, on compte plus de 2 millions de femmes qui sont victimes de fistules obstétricales. Et dans la sous-région, lorsqu'on prend 1000 accouchements, on peut enregistrer 1 à 3 cas de fistule obstétricale. C'est-à-dire que le problème est d'une grande ampleur et il est persistant parce que je n'ai pas l'impression que, malgré tout ce que nous faisons, malgré les actions qui sont mises en œuvre avec l'aide des partenaires techniques et financiers au niveau local et au niveau international,
toutes les femmes souffrant de fistules obstétricales ne sont pas encore dépistées parce qu'elles n'ont pas encore. Et il y en a qui sont toujours, cachées, voilà, et qu'il faut aller chercher. Qui ont peur du regard de la société. De la société, justement. Elles ont peur de montrer leur maladie. Mais le plus souvent, le premier obstacle qui fait qu'elles n'ont pas accès aux soins réparateurs, c'est l'absence d'information. Ces femmes-là n'ont pas accès à l'information, justement parce qu'elles vivent en dehors de la communauté. Elles vivent isolées, elles vivent information. Les personnes qui sont susceptibles de leur donner une aide en leur faisant comprendre qu'il y a l'existence d'une prise en charge médicale, s'éloignent d'elles, les rejettent. Dans ces conditions, les femmes ne peuvent pas facilement avoir accès. Oui. Donc, ce qui se fait et ce qu'il faille renforcer, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que quand il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de sensibilisation, les femmes ne sortent pas. Elles ne viennent pas de façon spontanée à l'hôpital pour se faire traiter. Or, quand on est malade, la logique veut qu'on se présente dans un centre de santé pour se traiter. Tel n'est pas le cas de ces femmes. C'est compte tenu des préjugés qui entourent cette maladie et c'est compte tenu du fait que cette maladie est traitée de maladie de la honte, ce qui ne devrait pas être le cas parce que c'est un problème qui est lié à la maternité. Alors, donc du coup, l'assistance, l'accompagnement que vous apportez aux femmes, en quoi est-ce que cela consiste? C'est-à-dire, elles n'ont pas un franc à dépenser du dépistage jusqu'à la réparation. C'est ce qu'il faut expliquer. Voilà. Parce qu'il peut s'agir aussi là d'un obstacle. La femme peut se dire, j'ai pas les moyens, même si c'est possible que je me fasse soigner. Si j'ai pas l'argent, comment est-ce que j'y arriverai? Bien sûr, vous avez bien fait d'ailleurs d'en parler, parce que l'aspect financier est aussi une barrière pour l'accès des femmes au centre de santé. Si les femmes elles-mêmes devraient prendre en charge leurs soins, elles n'y arriveraient pas parce que les soins sont extrêmement coûteux. C'est d'ailleurs il existe la gratuité pour la prise en charge. Ces femmes ne payent pas en réalité lorsqu'elles viennent pour les soins. Donc, elles ne payent pas parce que derrière, il y a des ONG, comme des fondations comme la Fondation GF Meyer qui paye. Il y a eu ici aussi l'UNFPA qui contribuait pour la prise en charge de ces femmes. Alors, comment est-ce que c'est organisé la prise en charge médicale et le traitement des fistules obstétricales? Nous sommes une diversité d'acteurs et chacun a un rôle bien précis. Celui de l'ONG, par exemple, est de faire les sensibilisations au niveau des communautés, que ce soit par les radios ou bien les sensibilisations grand public, afin de recruter le maximum de femmes qu'elle va présenter pour les soins. Donc, pendant les missions chirurgicales, l'ONG a le devoir, de favoriser le regroupement des femmes parce que c'est des femmes qui viennent de toutes les communes. Géographiquement, elles sont dispersées, donc il va falloir organiser leur arrivée, les regrouper à Tingueta. Et lorsqu'elles sont là à Tingueta, nous essayons aussi de les accompagner en assurant aussi leur hébergement et leur alimentation. Pendant les soins qui durent généralement 1 mois, l'ONG est là avec son équipe pour apporter une assistance aux femmes de bout en bout. Si bien que lorsqu'une femme vient pour la prise en charge, elle aura à ses côtés, depuis son entrée jusqu'à sa sortie, l'ONG pour l'encadrer, pour faciliter sa vie, pour faciliter les formalités administratives. Mais par exemple, tu dis femmes qui viennent pour la réparation, combien trouvent satisfaction? À peu près. Disons que le taux de réussite des opérations est de 80%. Donc, sur 10 femmes, 8 en sortent guéries. C'est déjà très encourageant parce que le traitement des fistules obstétricales n'est pas chose aisée et ne le fait pas qui veut. Il faut l'apprendre. On va y revenir. Ça c'est pas l'émission unique que nous aurons à faire avec vous. Rassurez-vous, Madame Rafiatou Imorou. En tout cas, ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir sur l'entretien du jour. Merci, Madame la journaliste, c'est moi qui vous remercie. J'espère pouvoir revenir pour qu'on continue la discussion. Bien sûr, avec plaisir. C'est donc la fin de votre émission, l'entretien du jour. Prenez soin de vous. Au revoir.